On jure solennellement que nos intentions sont magiques. Bienvenue sur le podcast des Bizarre Sisters. Nous sommes Alice et Lucie, deux sœurs serres d'aigle. De multiples lectures, visionnages et discussions potteriennes transforment notre vie depuis plus de 20 ans. Nous vous embarquons aujourd'hui dans nos discussions et analyses de la saga, en espérant qu'elle vous aide à vivre des expériences de vie magiques. Alors sortez vos oreilles à rallonge et c'est parti pour ce nouvel épisode. Sonorus. Bonjour Alice et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Bizarre Sisters. Premier épisode qu'on enregistre en 2025. J'espère que vous allez bien. Ça a été un peu compliqué ces derniers temps d'enregistrer parce qu'on est toujours dans deux pays. Moi, toujours en Nouvelle-Zélande et Alice, elle est passée à Bali. Donc, on a toujours un décalage horaire. Et puis surtout, là, je suis en road trip avec notre autre sœur qui n'apparaît pas sur le podcast. On lui a proposé, mais bon, pour l'instant, elle est toujours pas très partante. Euh, voilà. Donc là, on est sur un nouvel épisode sur le Quidditch. Oui, trop bien. Bon, alors, on va pas monter sur nos balais, mais l'idée, c'est quand même de vous faire voyager euh, dans les airs avec notre épisode. Et j'ai envie de commencer cet épisode avec un petit quiz, Lucie, pour toi. Ça te dit? J'ai hâte. Ouais, carrément, il était trop bien ton quiz sur les jumeaux, donc j'ai trop hâte de voir. Ok, alors attention, les auditeurs, accrochez-vous parce qu'il y a des questions faciles et il y a des questions plus difficiles. Et moi, je suis au taquet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Là, je suis au taquet. Parfait. Alors c'est parti, Lucie. Première question. Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe de Quidditch? 7. Est-ce que tu peux nous Ça, c'est donner facile. les noms des postes? Oui. Du coup, on a 7 joueurs. On va avoir un attrapeur. Son but, c'est de rechercher puis attraper le vif d'or avant l'adversaire. Et c'est quelqu'un qui doit être léger et rapide. Donc, dans la saga, on connaît bien évidemment Harry Potter, Mhm. qui est l'attrapeur un peu principal, quoi. Évidemment. On a un gardien qui va protéger les 3 cercles d'or pour éviter que les poursuiveurs adverses marquent des buts. Il peut aussi aller aider les poursuiveurs, mais du coup, ça veut dire qu'il laisse les anneaux sans protection. Donc, du coup, c'est très rare parce qu'on n'a pas envie que l'adversaire marque des buts. Et ça, on l'a jamais vu d'ailleurs. Non, mais c'est marqué dans les règles. Ok, alors si c'est marqué dans les règles. Et donc, du coup, on connaît bien évidemment Olivier Dubois, mais aussi Ron qui prend le relais à partir du 5e livre, mais à partir du 6e film. Exactement. Ensuite, on a 2 batteurs, donc ils frappent les cognards à l'aide d'une batte pour éviter que les cognards attaquent leurs coéquipiers. Et donc, du coup, ils vont renvoyer les cognards vers les joueurs adverses. Et pour ça, il faut une grande force physique. Donc, dans l'équipe de Gryffondor, c'est les jumeaux Weasley. Bon, bah t'as répondu à beaucoup plus que juste ma question. Très bien. Attends, j'ai pas terminé, parce qu'il reste 3 poursuiveurs. Les 3 poursuiveurs, ils se passent le soifle dans le but de marquer des buts dans les cerceaux d'or. Mm. Donc du coup, dans la majorité des films, ça va être les 3 filles. Donc Alicia Spinett, Angelina Johnson et j'ai un trou, Katy Bell. Ouais, très bien. Et puis ensuite, on a Ginny Weasley qui prend le relais, maman. Ouais, elle prend le relais, mais elle commence par prendre le relais en tant qu'attrapeur quand Harry se fait bannir à vie Mm. de Quidditch. Exactement. Alors, ensuite, question un peu plus difficile, Lucie. Combien de fautes sont possibles au Quidditch? Alors là, je suis pas sûre d'avoir la réponse. T'as pas lu le Quidditch à travers les âges? Mais si, mais ça fait longtemps, je l'ai pas emmené avec moi en Nouvelle-Zélande. Je crois qu'il y en a 3 de mémoire, mais peut-être que je me trompe. 3 fautes possibles au Quidditch? Hmm. Alors, t'es très très loin Je du crois qu'il n'y en compte. a pas beaucoup. T'es très très loin du Ah compte, ouais? ouais. Vas-y, Il y dis-moi. a 700 fautes possibles. Ah, ça marche. Et d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on le sait même si on n'a pas lu le Quidditch à travers les âges, parce que dans Harry Potter 1, à un moment, Harry lit le Quidditch à travers les âges, et il se fait confisquer ce livre par Rogue, alors qu'il est enfin, à l'extérieur du château. Et du coup, dans la description de Harry Potter 1, c'est dit que apparemment, il y a plus de 700 fautes possibles au Quidditch, etc.
Et voilà, et à ce Ok, moment-là, Harry se fait confisquer le livre par Rogue. Et Harry dit, ouais, ça c'est une règle qu'il a inventée, nanana, tout ça. ok. Je me rappelle pas de ça. Ok, question suivante. Combien de points ça donne à l'équipe d'attraper le vif d'or? 150. Ouais, facile. Facile. Et du coup, combien de points ça donne de mettre un but? 10 points seulement. Ouais. 10 points par but. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur le fait que cette règle n'a aucun sens en termes de comptage de points? Ouais. Mais alors, ça a un sens un petit peu, plus ou moins, dans l'origine du Quidditch que je vais vous expliquer après le quiz d'Alice. Ouais. Alors, dans Harry Potter 4 a lieu la Coupe du monde de Quidditch. C'est la combientième fois qu'elle est organisée dans le monde? Je me demande si c'est pas la 396 ou quelque chose comme ça. Alors, un petit peu plus, 427. un petit peu moins. C'est bien, ça laisse aux auditeurs le temps de chercher. 392. Non, 422. J'allais les faire un par un après les Ouais, chiffres. c'est pour ça que je me suis dit, vaut mieux arrêter là maintenant. 422. Yes, 422e Coupe du monde de Ok. Quidditch dans Harry Potter 4. Ensuite, question suivante. Combien de défaites Harry a-t-il eu au Quidditch? Euh, tu parles quand lui était joueur, par exemple, c'est pas quand il a été banni de l'équipe. Ouais, quand lui, il était joueur. Si tu veux, ce que je te propose, c'est parce que ça faisait partie de mes questions, c'est combien de matchs de Quidditch sont décrits dans Harry Potter? Et pour ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est de reposer combien de matchs chaque maison doit jouer chaque année. Est-ce que tu sais un peu? Bah, il y en a au moins trois, parce qu'il y a la Coupe du Monde de Quidditch. Non, pardon. Il y a la Coupe des quatre maisons de Quidditch. Et donc, du coup, chaque maison joue contre un autre adversaire. C'est ça. Donc, il y en a au moins trois pour sûr. C'est ça. En fait, Gryffondor va jouer 3 matchs par année, en fait, contre chacune des 3 maisons. Et en général, alors il y a de temps en temps, on parle d'un match qu'il y a eu avec une autre maison dans Harry Potter, enfin entre deux autres maisons, mais les seuls matchs qui vont être décrits, c'est des matchs où Gryffondor joue. On n'a pas la description d'un match où Harry ne joue pas. Euh, Ouais. et par contre, sur justement, donc du coup, les 3 fois, sur les 3 matchs par année, en fait, ils sont pas tous joués. Est-ce que tu pourrais me dire euh, quels matchs sont joués et quels matchs sont pas joués? Enfin, J'ai pardon, pas quels matchs compris la sont... question. T'as pas compris la question. Oui, c'était pas clair. Euh, En fait, combien de matchs sont décrits dans les Harry Potter? Par exemple, dans la première année, dans la pierre philosophale, Ah, dans la pierre philosophale, le seul qui est décrit, je crois, c'est celui contre les Serpentards. non, il y en a 2 qui sont décrits, contre les Serpentards et contre les Poufsouffles, et il y a 2 victoires. Ok. Tu sais, il y a le moment où Harry a fait comme s'il avalait le vif d'or, là, le premier, Ouais. Serpentard, et le deuxième, c'est un match où c'est Rogue qui va arbitrer le match, parce qu'il a peur que Ah oui. il a peur que Quirrell recommence en fait à faire des bêtises par rapport à Harry. Et donc du coup, Harry arrive à attraper le vif d'or hein, en 5 minutes, je crois. Et c'est un match contre les Poufsouffles. Et par contre, en première année, le troisième match n'est pas décrit parce que Harry, il est inconscient à l'infirmerie. Donc il l'a raté. Ouais, c'est vrai. Ensuite, dans la chambre des secrets, combien de matchs est-ce que sont décrits? Dans la chambre des secrets, bah pour sûr, il y a celui contre les Serpentards encore. Ouais. Je crois que on voit celui contre les Serres d'Aigle. Non. 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 Et on voit pas celui contre les Poufsouffles non plus. Non. Les 2 autres, ils sont annulés à cause de l'attaque du basilic. Ah oui, vrai. Mm. Ensuite, dans le prisonnier d'Azkaban, de d'Azkaban. D'Azkaban. Dans le prisonnier d'Azkaban, bah du coup, il y a celui contre les Poufsouffles. Mhm. Euh, Il doit y avoir celui contre les Serpentards encore. Ouais, Il y a celui contre les Serres d'Aigle aussi, je crois. ouais. C'est la seule fois où Harry joue tous ses matchs. Ouais.
Et est-ce qu'on n'en voit pas un autre, genre Serpentard contre une autre maison? Contre... Enfin, on en parle parce que du coup, c'est le moment où il y a Ouais, vraiment, enfin, voilà, en plus, Gryffondor va gagner la coupe des quatre maisons, etc. Mais il va gagner le championnat, quoi. Mais du coup, on parle de certains moments de ce qui se passe dans les autres matchs, mais sans le décrire. À chaque fois, en fait, on ok, décrit que les matchs des Gryffondors. ok. Ensuite, euh, Dans la coupe de feu. ouais, Dans la coupe de feu, je crois que tous les matchs ne vont pas être joués. Enfin, aucun match va être joué parce que c'est la Coupe du Monde de Quidditch et que du coup, ils ont privilégié ça. Waouh, et c'est la... ça va, Je Lucie? suis fatiguée. Le tournoi des trois sorciers. Merci. Et du coup, comme il y a le tournoi des trois sorciers, il n'y a pas de coupe de Quidditch entre les maisons. Ouais, tout à fait. Ensuite, dans l'ordre du Phénix. Dans l'ordre du Phénix, on voit le match contre les Serpentards, et Fondeur Serpentard pour sûr. Où du coup, après ça, Drago, écoutez notre épisode précédent sur les jumeaux Weasley, on en parle. Drago va provoquer Harry, Ron et les jumeaux, les Weasley quoi, et Harry. Et donc du coup, Harry et les jumeaux, enfin Harry et George vont s'en prendre à Malfoy et les trois vont être interdits de Quidditch à vie par ombrage. Ouais. Et donc du coup, on verra d'autres matchs euh, où on en entendra parler. Mais ce sera pas Harry dedans. Ce sera Ginny, du coup, qui prend la place d'attrapeur, par exemple. Et notamment, on revoit un match, effectivement, contre les Serpentards. Voilà. Mais on en voit pas mal parce que, justement, il y a Ron qui perd beaucoup Ouais, mais tu vois, par avec la exemple, chanson Weasley, notre roi. ouais, c'est ça. En fait, par exemple, Harry, enfin, il y a un match de Quidditch qui commence et Harry et Hermione vont aller avec Hagrid. Euh, Ouais, voir groupe. c'est ça. Et donc, du coup, ils n'assistent pas au match. Donc, le match n'est pas décrit, en fait. Il n'est pas décrit, mais ils en entendent beaucoup parler. Mm, À leur retour, évidemment. Mais aussi, ils entendent un petit peu les cris quand ils se rapprochent à la fin de leur balade avec Hagrid, mm. si on peut appeler ça comme ça. Yes. Du coup, je pense que je me suis trompée parce que je crois que j'avais dû compter ce match-là en tant que défaite. Donc, en fait, il en a loupé qu'un seul, probablement. Ok. Et parce qu'après, donc, du coup, en sixième année, qu'est-ce qu'il joue comme match? Est-ce que tu te souviens? En sixième année, bah, j'ai un génie encore contre les Serpentards, on Oui. voit. Oui, et même que Malfoy, il n'est pas présent. Tu sais, il loupe tous les matchs de Quidditch. Ouais, parce qu'il est focus sur sa mission. C'est ça. Et on doit voir aussi un autre. Alors, est-ce que c'est celui contre les Serres d'Aigle? Je pense que c'est Serres d'Aigle et Papoussoufle. C'est Poufsouffle, a priori. Bon, bah super. Et le troisième, du coup, celui contre les c'est contre les Serres d'Aigle, Je sais pas. eh ben, il le loupe parce qu'il a été puni, tu sais, parce qu'il a envoyé Sectum Sempra à Malfoy. Et donc, du coup, il n'a pas le droit Ah d'aller oui, jouer et il se fait remplacer par Ginny. c'est vrai. Et du coup, il sait pas ce qui se passe, mais quand il revient dans la salle commune des Gryffondors, c'est le moment où il embrasse Ginny. Enfin. Et pas de spoil, Comment? pas de spoil, je suis en train de... Ah, pardon, excuse-moi. Donc, au total, il aura loupé plusieurs matchs à cause des annulations, plusieurs à cause de punitions et un parce qu'il était hospitalisé à l'infirmerie. Sacré Harry. Ouais, sacré Harry, ouais. Voilà, j'ai terminé mon petit quiz. Est-ce que ça t'a plu? C'était très chouette, merci. J'ai eu beaucoup plus de fautes que sur Fred et Georges, Ouais. mais c'était très chouette. Donc, est-ce que tu as envie de nous parler un peu des règles du Quidditch, justement, Lucie? Bah alors, avant de parler des règles, je voudrais parler un petit peu de l'origine. Ouais. Euh, du coup, le Quidditch, bon, c'est comme vous le savez tous, un sport qui se joue sur un balai, qui est vieux de 1000 ans. Et en fait, l'origine, De la elle vient ville? au XIe siècle. De De quoi? la ville de Milan, en Italie? Lol.
Euh, non, d'un millénaire. Merci. L'origine, du coup, elle vient au XIe siècle et elle est apparue dans les marais de Quidditch, donc Q-U-2-E-R-D-I-T-C-H. Et donc là, je source le wiki Harry Potter. Il y a une sorcière euh, de l'époque qui vivait justement en bordure de ces marais et qui raconte dans son journal la présence de soi-disant maudits rustres qui se lançaient une grosse boule de cuir, qui serait donc l'ancêtre du soifle. Ils se lançaient cette grosse boule de cuir les uns aux autres avant de l'envoyer sur les deux arbres au bout du marais. Quelques jours plus tard, dans son carnet, elle écrit que ces ânes, donc c'est plus des maudits rustres, c'est devenu des ânes, ils ont maintenant deux lourdes pierres qui s'apparenteraient au cognard, qu'ils volent autour d'eux dans le but de les faire tomber de leur balai. Ok. D'après le Quidditch à travers les âges, euh, c'est en 1269, le chef du conseil des sorciers, Barberus Bragg, il vient assister à un match de Quidditch, donc cette fois euh, l'écriture du mot change, ça devient Cuaditch, Quidditch. Et donc le chef du conseil des sorciers, il apporte avec lui un vivet doré en cage. Est-ce que tu sais, Alice, tu peux nous expliquer ce qu'est un vivet doré? C'est un petit oiseau, une petite boule de poil qu'il fallait attraper. Est-ce qu'on parle de la maltraitance animale ou pas? On en parlera, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, le vivet doré, c'est un minuscule oiseau qui est sphérique, aux plumes dorées, qui est très agile et qui peut être extrêmement rapide et mobile. Mm. Et donc, du coup, le chef du Conseil des sorciers, il avait apporté avec lui un vivet doré en cage et il a annoncé qu'il offrirait une récompense de 150 galions, qui correspond à plus d'un million de galions actuels. Donc, c'est énorme. Ça, c'est l'inflation. Exactement. Non, mais la différence est dingue, hein. Entre 150 galions et plus d'un million de galions actuels, Ouais, mais en c'est fait, fou. quand tu regardes, par exemple, l'équivalent avant en francs et Des en francs et euros, des euros. et tu regardes Mm, combien est-ce que tu pouvais acheter de café pour 100 euros et combien tu peux aujourd'hui, c'est hallucinant la différence. J'ai pas les chiffres là, mais c'est sûr. l'inflation. Ouais. Comme dans le monde des sorciers, quoi. Et donc, c'est ça. Euh, Et donc, du coup, voilà, récompense de 150 galions au joueur qui parviendrait à attraper l'oiseau pendant la rencontre. Et donc, du coup, le vivet, c'est devenu un vrai désordre sur le terrain. Tous les joueurs, ils foncent à la poursuite du vivet pour essayer de gagner la récompense. Et ils laissent de côté les soifs, les buts, rien à faire, ils cherchent le vivet. Les spectateurs, eux, ils repoussent systématiquement le vivet quand il essaye de s'échapper du terrain. Du coup, au milieu du XIVe siècle, le nombre de vivets dorés a tellement diminué que la nouvelle chef du Conseil des sorciers en a fait une espèce protégée, interdisant donc l'utilisation du vivet doré pendant les parties de Quidditch. Franchement, on peut dire merci à cette nouvelle chef du Conseil des sorciers au milieu du XIVe siècle parce que, enfin, comme tu disais, la maltraitance animale, là, elle est... Enfin, je trouve ça dingue que déjà dès le début, donc en 1269, quand le chef du Conseil des sorciers est arrivé là, avec son vivet doré en annonçant qu'il donnait une récompense, euh, Il y a personne qui est... enfin, ouais, Ouais, mais après, tu sais, enfin, je sais enfin, je pas. sais pas comment c'était dans le monde des sorciers, mais dans le monde mendieu au Moyen Âge, ou dans le monde moldu au Il Moyen y avait la Âge, chasse. ben, et puis surtout, enfin, le bien-être animal, c'était pas une priorité a priori, tu vois. Donc, tu avais Ouais, des ours en certes. cage, dans des toutes petites cages, en mode, tu sais, sur les marchés, etc. C'était vraiment pas ouf, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Mais je sais pas, je trouve ça dingue. En tout cas, merci à cette nouvelle chef du Conseil des sorciers qui a mis le vivet doré en espèce protégée. Euh, et donc, du coup, à partir de ce moment-là, c'est le vif d'or qui est venu à la place du vivet doré. Donc, du coup, c'est au XIIIe siècle. Les attrapeurs, donc qui étaient les chasseurs à l'époque, qui s'appelaient pas encore les attrapeurs, ils devaient saisir et tuer le vivet doré pour gagner les 150 galions d'or, comme je disais, mais qui mettaient fin au match. Et les spectateurs, comme je disais tout à l'heure, pareil, ils essayaient d'empêcher l'oiseau de sortir du terrain en lui lançant des sortilèges de repoussement. Et l'oiseau mourait quand il se faisait attraper. Et donc le vif d'or, il pèse le même poids que l'oiseau, que le vivet doré.
et il est réglé à sa conception pour ne pas sortir des limites du terrain. C'est pour ça qu'il reste toujours dans le terrain, même si il est, comme le vivier doré, très rapide, très agile. On ne le voit pas tout le temps. C'est pour ça que c'est si compliqué pour les attrapeurs parfois d'attraper le vif d'or. Mais voilà, il sort pas des limites du terrain. Euh, le vif d'or, du coup, c'est la plus petite des balles qui a fait la taille d'une noix. Euh, c'est une balle qui est en or, qui possède des ailes en argent, et elle est spécialement ensorcelée pour pouvoir échapper le plus longtemps possible aux attrapeurs. Et le fabricant du vif d'or, il met des gants tout le long de sa conception, parce le vif d'or ne doit pas être touché par son fabricant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, Alice? C'est pour pouvoir, si jamais il y a un débat sur quel est l'attrapeur qui a attrapé le vif d'or, si jamais il y a deux mains qui se croisent, etc., c'est pour savoir quel est l'attrapeur qui a touché en premier le vif d'or pour pouvoir trouver le vainqueur du match. Ouais, c'est ça. C'est le vif d'or, il a une mémoire tactile. C'est ça, ouais. C'est ce que tu allais dire. Ouais. Et où Voilà. est-ce que c'est utilisé justement dans les livres, Lucie, ça? Bah ça, on le voit dans Harry Potter 7, quand le ministre de la Magie lègue à Harry sur le testament de Dumbledore le vif d'or. Il réussit à ouvrir le vif d'or en le touchant avec ses lèvres et il y a marqué I open up the close, donc je m'ouvre au terme, je crois en français. Oui. Et le vif d'or s'ouvre et laisse apparaître la bague de Gaunt, donc un des Horcruxes. Oui, en fait, tu vas un peu plus loin que ce que je te demandais. En gros, Ah, la pardon. mémoire tactile est utilisée par Dumbledore pour cacher effectivement une des reliques dedans. Et du coup, il utilise pour ça le premier vif d'or que Harry a attrapé à son premier match de Quidditch. Et comme effectivement, il l'a pas attrapé avec la main, mais qu'il a failli l'avaler, finalement, le premier endroit qu'il a touché dans son corps, c'était ses lèvres. Donc du coup, c'est Ouais, sensible effectivement au fait de toucher le vif d'or avec les lèvres et pas de le toucher avec la main, ce qui permet de le dissimuler un peu plus du ministère de la Magie. ouais. Donc ça, c'est un élément essentiel quand même de la fin de l'intrigue dans Harry Potter 7, mais qui est là juste grâce au Quidditch finalement. Mm, c'est vrai. Donc voilà un petit peu pour l'origine du Quidditch. Après, du coup, j'ai parlé un petit peu du vif d'or. Est-ce que tu pourrais nous dire deux, trois mots sur le soifle et le cognard, Alice? Non. J'ai pas- Bah, enfin, Ok, j'ai ça rien de marche. particulier à dire. Enfin, si, je peux te dire, le soifle, c'est la balle qui se passe entre les poursuiveurs. Les cognards, ils sont ensorcelés, a priori. Mais j'ai pas grand-chose à dire de plus. Je sais pas si tu veux que je dise quoi. Ok, non, c'était juste des petites précisions. Genre, comme j'ai dit, du coup, le vif d'or, c'est la plus petite des balles qui fait la taille d'une noix. Ensuite, en intermédiaire, on a le cognard, qui, du coup, à l'époque, c'était les cognoirs, qui étaient les balles en fer, les barres noires en fer, légèrement plus petites que le soifle, environ 25 centimètres de diamètre. Il y a deux cognards en simultané par match. Ils sont ensorcelés. Ils se lancent d'eux-mêmes, comme on le voit dans les films. Ça, je trouve ça chouette, le moment où ils ouvrent la malle et en fait, t'as les deux cognards qui se lèvent d'un coup Ouais, c'est chouette. avec le vif d'or. Euh, et donc, le but, ça va être de perturber la progression des joueurs, sachant que le cognard peut étourdir quelqu'un pendant même plusieurs jours pendant un match, s'il le frappe. Et par rapport au soifle, du coup, c'est une balle de couleur rouge écarlate, qui est du coup la plus grosse des balles, 30 centimètres de diamètre environ. C'est à peu près l'équivalent d'une dalle de ballon de foot, apparemment. D'une balle Mhm. de ballon de foot. Yes, D'un ballon de foot, tout simplement. yes. Et c'est la balle qui est non ensorcelée, qui est légère pour pouvoir faire des passes. Et donc, c'est celle-là que l'arbitre va lancer et qui va démarrer le début du match. Génial. Mm. Moi, j'ai envie qu'on s'attarde quand même sur le vif d'or parce que c'est quand même tout un symbole de te dire que cette balle, quand tu l'attrapes finalement, avec une toute petite action, d'attraper le vif d'or, tu vas avoir un énorme résultat, c'est-à-dire 150 points, et la plupart du temps, quand Mhm. même, gagner le match. Je trouve que c'est quand même. Ouais. Alors, c'est quand même un symbole d'économie d'énergie de ouf, quoi. Tu vois, d'essayer d'aller sur le truc du moindre effort et de dire, je trouve le petit truc qui va me faire gagner beaucoup. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment de moindre effort?
Parce que quand même, la plupart du temps, il faut beaucoup de temps pour trouver le vif d'or. Oui, il faut Il du faut de la temps. concentration, il faut chercher, il faut que l'autre attrapeur ne te voit pas, parce que sinon il va se jeter dessus aussi. Ouais, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, quand tu regardes, tu vois, en termes de productivité, par exemple, on a tendance justement à dire, bon, bah, enlevons les tâches qui sont pas, enfin, voilà, qui sont pas productives, justement, Ouais. tu vois. Et là, concrètement, Mm. ben, si jamais tu devais enlever les 6 septièmes des joueurs d'une équipe, le seul que tu garderais, c'est l'attrapeur, quoi. Enfin, franchement, tu vois, si t'avais plusieurs joueurs dans une équipe qui étaient malades ou qui pouvaient pas venir, etc., le seul qui est vraiment indispensable, c'est l'attrapeur. Si mais t'as pas l'attrapeur, c'est chaud pour gagner, quoi. Ouais, bah justement, moi je voulais venir dessus aussi. C'est le fait que dans le Quidditch, l'esprit d'équipe est super important. Et moi, c'est le point principal que j'ai trouvé dans le Quidditch. C'est vraiment l'histoire d'esprit d'équipe, que chacun a sa place et son rôle. Et que si jamais ça, c'est pas respecté, que chacun ne tient pas son rôle, comme bah, vous avez pu l'écouter quand je vous ai parlé de l'origine du Quidditch, en fait, ça n'a plus aucun sens si jamais tout le monde va chercher la même chose. Si jamais bah, le moment où le chef du conseil des sorciers a mis le vivet doré et a dit je donne 150 galions à la personne qui le prend, en fait, c'était un vrai bazar sur le terrain de Quidditch. Tout le monde devenait attrapeur, plus personne n'était gardien, n'était poursuiveur, etc. Et donc, du coup, il n'y a aucun esprit d'équipe parce que c'est chacun pour sa pomme, c'est chacun qui se dirige vers le vivet doré et qui veut récupérer les 150 galions. Euh, et donc, du coup, enfin, pour moi, c'est vraiment l'esprit d'équipe qui est le plus important. Chacun a son poste, chacun a un poste différent. Tout ça pour que l'équilibre du jeu soit respecté et que l'équilibre de l'équipe soit respecté aussi afin de pouvoir gagner. Yes. Et quand ça c'est présent, bah, c'est archi important et archi solide. Et comme on a pu le voir dans certains matchs, même si effectivement la notion de points est très importante et donc attraper le vif d'or, généralement ça fait gagner parce que c'est ce qui rapporte le plus de points. Comme on a pu le voir par exemple dans la Coupe du Monde de Quidditch, la 422e, celle qui a lieu dans Harry Potter 4, Bien joué. j'ai bien retenu la leçon. Euh, les Bulgares, c'est eux qui gagnent. Non, Non. pardon, les Irlandais gagnent Mm. parce qu'ils ont gagné le plus de points, alors que c'est les Bulgares qui attrapent le vif d'or. Oui, mais c'est quand même Donc au assez final, rare, ça. oui, c'est assez rare, mais c'est parce que le match a duré suffisamment longtemps, etc. C'est sûr que si jamais tu attrapes le vif d'or dès le début, tu as très peu de chances d'avoir marqué 15 15 buts, parce qu'il faut 15 buts pour marquer 150 points. Ouais. Et c'est-à-dire qu'il faut marquer, du coup, des buts en plus par rapport à l'autre équipe aussi. Ouais, Au moins 15 mm, buts, mais idéalement, il faut avoir plus de buts que... ouais. Ouais. Mais ouais, du coup, pour moi, l'esprit d'équipe, c'est ce qui est le plus important dans le Quidditch. Toi, si tu devais jouer au Quidditch, t'aimerais être quoi comme joueur? Tu te verrais où? À quel poste? Honnêtement, ça peut paraître un peu bateau, mais je pense que je dirais attrapeur. Parce que, au final, je pense que c'est ce qui est le plus fun. Je me verrais pas batteuse parce que ça m'intéresse pas spécialement de taper dans la batte pour envoyer des cognards sur des gens, même si c'est des gens de l'équipe adverse. Je pense que c'est pas trop mon caractère. Je me sens pas spécialement poursuiveuse pour marquer des buts dans les cerceaux adverses. Gardienne, ça pourrait être fun, mais c'est un peu trop statique pour moi, je pense. Genre, ouais, attrapeur, je pense que ça peut être marrant. En plus, tu es sur ton balai, tu fais un peu ta vie. Euh, tu cherches, euh, tu cherches le vif d'or. Quand tu le trouves pas, tu regardes ce qui se passe sur le terrain. C'est marrant. Ok. Tu serais quoi, toi? Moi, attrapeur aussi. Mais Pourquoi? pas forcément pour les mêmes raisons. Bah, enfin, en fait, moi, de toute manière, je suis pas. euh, j'ai jamais été trop dans les sports d'équipe, donc je me suis demandé à un moment si j'aurais pas été supporter plutôt. Et d'un autre côté, en fait, j'aime ce côté un peu, tu vois, efficacité. Moi, me dire Mm, que je vais marquer des buts et que ça va faire 10 points, je me dis, oh non, j'ai pas envie, tu vois. ouais. Et pareil, envoyer des cognards pour envoyer des cognards, ça m'aurait pas forcément.
pas forcément été top. Mais je crois, non, c'est vraiment, tu vois, un truc un peu de, ouais, d'efficacité, tu vois, rentabilité et tout. Et puis en fait, j'ai toujours été douée pour attraper des trucs, pour le coup. Donc je me dis, attrapeur, Ah, oui. première nouvelle. Non, mais c'est vrai, à chaque fois, non, mais c'est un truc de fou. Dans les sports, à chaque fois qu'il y avait des trucs comme ça, typiquement quand on faisait du basket au collège ou au lycée et tout, j'étais nulle pour envoyer, par exemple, le ballon à travers les cerceaux, mais par contre, pour attraper le ballon, j'étais douée, tu vois. Et c'était un peu comme ça dans tous les Ah sports. ouais, J'étais douée pour attraper des balles, mais j'étais nulle pour envoyer, pour viser, etc., quoi. Donc c'est pour ça que je me dis attrapeur. ah ouais. Ouais. Mais alors moi, du coup, j'ai une Mais question ceci pour dit, toi. on n'a jamais joué au basket ensemble, donc je te pardonne, même si t'es ma Oui, sœur, que tu saches pas. merci. Ouais, ça m'étonnait un peu. On n'a pas vraiment fait de sport du genre ensemble, donc. Non. Du coup, ouais, moi j'ai une question pour toi. Parce que le Quidditch, du coup, c'est un peu le seul sport magique. Et moi, je me suis posé une question. Est-ce que on peut vraiment appeler ça un sport? Alors, j'ai fait mes petites recherches dans mon coin. J'ai cherché les définitions moldues du mot sport. Globalement, ce que je trouve à travers le Larousse, le Robert et le CNRTL, c'est que c'est une activité physique qui vise à améliorer sa condition physique. Ou alors c'est une activité physique qui est exercée dans le sens du jeu et de l'effort, dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles. Le plus souvent, c'est effectué en plein air, mais c'est pas forcément le cas de tous les sports. Donc je suis d'accord qu'on coche le fait qu'il y a un sens du jeu, qu'il y a un entraînement méthodique, il y a un respect des règles, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de règles au Quidditch non plus. Euh, c'est en plein air, ok. Mais alors, est-ce que on peut appeler ça un sport? Parce que pour moi, la condition physique est pas vachement en jeu là-dedans. Et justement, c'est pour ça, moi, je prendrais attrapeur plutôt qu'autre chose, parce que pour moi, c'est un des trucs qui est le plus, enfin, qui permet de bouger le plus. Gardien, tu bouges pas tant que ça. Bah, Même si je sais que tu as des gardiens au foot, etc. Mais, franchement, je pense que si jamais il y a des gardiens de foot qui nous écoutent, ils vont te détester. Mais pardon, même, excusez-moi, je ne suis pas très sportive. mais même au-delà du foot, enfin, tu vois, le hockey, etc. Enfin, c'est des sports où, pour le coup, tu as des gardiens et je peux te dire que ça a l'air assez sportif quand même. En fait, euh, déjà, je pense qu'il y a un truc qu'il faudrait que tu essaies, c'est de te balader avec un balai entre les jambes. Et d'aller regarder ce que ça Oui, fait non, en mais termes de conditions physiques, parce que déjà, à mon avis, c'est un sacré sport que de rester bien accroché sur son balai, quoi. bah, je sais pas, parce que au final, oui, tu es sur ton balai dans les airs, tu dois rester debout, mais en fait, le balai, il tient un peu tout seul, quoi. Enfin, à partir du moment où tu sais décoller, Oui, mais ça, ça doit pas être si compliqué. ouais, mais ça te demande une posture, tu vois. C'est par exemple le cheval, l'équitation, c'est un sport. Ouais, Et ok. ça te demande, enfin, tu vois, t'as l'impression comme ça que c'est pas physique, mais en fait, ça te demande un maintien, ça te demande une Oui, posture, ça te demande, tu vois. oui, non, je suis d'accord. Donc, Ok. c'est la même chose, c'est une monture, hein, le balai. Ouais, ok, ça se tient. Par contre, je suis d'accord Ça se avec tient. toi sur le fait que, a priori, ça a l'air d'être le seul sport chez les sorciers et que finalement, c'est un peu aussi le seul divertissement. Il n'y a pas grand-chose d'autre en divertissement à part le Quidditch qui est présenté. Alors, on en voit deux autres, des divertissements, des jeux un peu. Est-ce que tu peux nous les citer? Enfin, il y a les duels, Ouais, alors ça, c'est différent parce que moi, je dirais plus que c'est des pratiques magiques, mais des divertissements. Il y en a un, Ron, il est très fan. le Quidditch. Un autre. Dans Harry Potter Ah, je veux bien 1, faire. la pierre philosophale, les épreuves à la fin. Ah, les échecs. Ouais, voilà. Les échecs version sorcier, ça reste un Ouais. divertissement. Mais On n'est pas, j'ai dit, le Quidditch a le monopole dans le sport, mais je te parle des divertissements. alors, tu sais qu'il y a des gens qui considèrent les échecs comme un sport intellectuel. Ouais, mais pas un sport intellectuel, pas un sport. Oui. Donc, les échecs version sorcier, effectivement, ça fait partie des divertissements qui existent dans le monde des sorciers. Quoi d'autre encore? Il y en a un autre qui est cité plusieurs fois. Il y a même un club à Poudlard. Il a pas beaucoup de succès, ce club. Et non, c'est pas le club de duel. Moi, je pense au club de Slug, sinon, mais il n'y a pas de divertissement. Non, non, c'est les bafs-boules. Ah, oh, oui. Oh. Ouais. En fait, les bafs-boules, finalement, c'est un petit peu comme de la pétanque, mais version Ouais. sorcière.
Et sauf que du coup, les boules, elles peuvent cracher une substance sur les joueurs. Et ça reste un divertissement sorcier pour le coup, euh, mais qui a pas vachement de succès en tout cas. C'est pas hyper classe de Mm. dire que tu fais partie du club de Baf Boule. Ça vaut mieux de faire partie de Non, Quidditch, quoi. ouais. Mais du coup, ouais, c'était ma question aussi, parce que effectivement, c'est un peu le seul sport magique, mais pas, enfin, pas que dans Poudlard, aussi en dehors. Et concernant Poudlard, j'avoue que je trouve ça très étonnant, parce que, étant donné que c'est le seul sport, encore une fois, il n'y a que 7 joueurs par maison, par an qui sont sélectionnés. Souvent, c'est les mêmes d'une année à l'autre, Mhm. jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en septième année et qu'ils partent, qu'ils libèrent leur place. Mais en fait, du coup, ça revient à 28 joueurs par an dans une école. Ouais. Et les autres, ils font quoi comme sport? C'est Euh, ça que tu avais dit que tu voulais dire? Bah ouais, c'est ça. Les autres, qu'est-ce qu'ils font s'ils veulent participer? Bah, moi, j'ai déjà réfléchi à ça. Alors déjà, il y a des remplaçants. Il y a des remplaçants Oui, dans les équipes, tu vois, donc ça, c'est quand même. Et après, il y a un autre truc, et je pense que c'est minimisé, mais moi, j'ai relu là, il y a pas très longtemps, certains livres. Je me suis dit, mais en fait, tu as quand même 7 étages dans le château. Le château, tu as des tours dans tous les côtés. Enfin, et en fait, concrètement, tu passes ta vie à monter et à descendre les escaliers à Poudlard. oui, effectivement, il y a des escaliers, le château est grand, etc. Après, concrètement, oui, tu te déplaces dans le château pour avoir tes cours, pour aller manger, mais enfin, déjà, en fonction de où tu es dans le château, de quelle maison tu es, t'as pas forcément autant d'efforts à faire. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus d'efforts à faire, c'est les Serre d'Aigle et les Gryffondors qui sont dans les tours Bah, nord, ça dépend, enfin hein. dans les Les tours hautes, serpentards pardon. qui viennent des donjons et qui vont aller faire leur cours C'est chaud. d'astronomie, je t'assure qu'ils vont avoir du sport aussi. Oui, oui, sauf que par exemple, astronomie, tu l'as qu'une fois par semaine. Divination, tu l'as une seule fois par semaine. Avec un peu de chance, c'est le même jour, c'est le cours après. Euh, Pas sûr que ce soit qu'une fois par semaine, hein. Si, faudrait revoir le plan. Bah, je sais Euh, pas. mais dans tous les cas, Mais ouais. de toute façon, ouais, quand t'es pouf souffle et que t'es juste à côté des cuisines, que du coup, pour aller manger dans la grande salle, t'es au même niveau. Pareil pour les cachots, quand t'es Serpentard, t'es pas si loin. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est. Oui, t'as des escaliers à monter, etc. Mais c'est enfin, du sport quotidien, de la marche qu'on pourrait faire. T'as pas de vrai défouloir, quoi, sinon. Mm. Et du coup, tu parlais des remplacements des joueurs. Moi, ça, c'est une autre de mes questions. Euh, c'est que au final, on n'en entend pas trop parler. C'est-à-dire que oui, on sait que par exemple, quand Harry est banni de Quidditch, c'est Ginny qui prend le relais en tant qu'attrapeur. Sauf que si jamais pendant un match, t'as quelqu'un qui se fait mal, comment est-ce qu'il est remplacé? Enfin, à quel moment il décide ça va être telle personne? Bah, par exemple, Parce qu'on n'en entend pas parler de ça. si on le voit dans Harry Potter 6 parce que tu sais, quand Harry il fait faire les essais à plein de gens, et Oui, il y a Cathy Bell qui se fait ensorceler par le collier ensorcelé là. oui, Et du coup, elle n'est pas revenue à temps pour le match de Quidditch. Et donc, Harry va voir Dean et lui propose d'être poursuiveur parce que c'est lui qui a eu les meilleurs résultats après les 3 poursuiveurs qui ont été pris au- euh, aux essais. ok. Mais en soi, il n'y a pas de banc de remplacement comme au foot, par exemple. Non, mais tu vois, c'est la même Genre chose des par gens exemple qui vont attendre. avec Ron qui est blessé et du coup c'est McLaggen qui était le deuxième meilleur gardien Ouais, bah, du coup qui prend le relais. Donc du coup je pense que c'est plus comme ça. Après on voit bien aussi que il y a certains capitaines qui y pensent et d'autres qui y pensent pas. Harry il y a confronté lui quand il est capitaine dans Harry Potter 6, mais dans le ouais, 5e tome quand Harry, Fred et George se font bannir de l'équipe de Quidditch, Angelina elle doit refaire des nouveaux essais parce qu'elle n'a pas mm, d'autres attrapeurs en fait. Donc du coup là c'est un peu plus ouais, problématique. Petite parenthèse, Lucie, je trouve que le Quidditch, c'est vraiment un reflet de la société capitaliste. vas-y, développe. Bah, en fait, comme on disait, les règles du Quidditch, elles ont un peu aucun sens, dans le sens, et je trouve ça très capitaliste, dans le sens où, premièrement, il y a quand même une balle qui fait beaucoup plus de points que les autres. C'est complètement Mhm. disproportionné, quoi, tu vois. Et il y a autre chose, c'est que finalement, est-ce que la performance
des joueurs ne dépendent pas beaucoup de leur balai. Si, c'est vrai. Parce que concrètement, si jamais tu as un joueur qui a un brosse dur 14 ou un comète 260 et qu'en face tu as quelqu'un qui a un éclair de feu, ben concrètement, Harry c'est le meilleur joueur, mais il est quand même, il est quand même bien équipé, quoi, tu vois. Il a un éclair de feu, avant ça il a un Nimbus 2000, c'est quand même les meilleurs balais. Finalement, est-ce que c'est pas un Mm, peu de la triche, tu vois? Est-ce que finalement il faudrait pas mieux donner le même balai à tous pour, pour pouvoir avoir un peu plus d'équité dans ce jeu, quoi? Pareil, ouais. l'équipe d'Irlande, dans la Coupe du Monde de Quidditch, ils ont 7 éclairs de feu qui ont été commandés pour eux. Donc ça veut dire que c'est une équipe entière qui a des éclairs de feu, le meilleur balai du monde. Donc à quel point est-ce que ça influe sur leur victoire? Finalement, tu vois, c'est dans ça que je dis, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de très système, enfin, copié du système capitaliste, du genre à partir du moment où tu as un meilleur balai, ben, t'es favorisé, et puis ben, il y en a qui font qui gagnent plus de points que les autres, quoi, tu vois. Mm. Ouais, non, je suis d'accord, c'est vrai. Mm. Bah, justement, moi, c'est un autre truc que j'ai remarqué par rapport au Quidditch, c'est que moi, je disais tout à l'heure que l'esprit d'équipe est très important, mais ça vient beaucoup challenger aussi l'esprit de compétition, Ah oui. et notamment entre les maisons, et c'est vraiment soulevé aussi par Hermione. Euh, En fait, pour moi, c'est un peu comme le stress, l'esprit de compétition. C'est-à-dire que c'est globalement une bonne chose parce que ça vient mettre une petite touche de piment, une petite impulsion pour commencer à faire quelque chose, pour vouloir se donner à fond, être meilleur, etc. Mais ça peut aussi être très mauvais quand l'esprit de compétition, il prend le dessus, il est trop présent, et que bah, le but du joueur, ça va être de venir écraser les autres équipes. Mm. Et par exemple, c'est le cas de certains joueurs comme Drago, qui va vraiment prendre l'esprit de compétition au sérieux, et d'autant plus avec les Gryffondors, par exemple, Ouais, en faisant la pour ne chanson citer que. contre Ron, etc. Voilà. Et on le voit aussi dans les livres, ils disent que régulièrement, avant les matchs de Quidditch entre Gryffondor et Serpentard en particulier, parce que évidemment, dans les livres, on parle beaucoup de l'opposition Gryffondor-Serpentard, Mm, mais avant ces matchs-là, souvent il y a des blessés, des personnes des équipes de Quidditch qui sont blessées, en particulier juste avant, enfin qui se retrouvent avec comme s'ils avaient reçu des sortilèges, etc. Juste avant les matchs, en particulier avant les matchs de finale et que c'est très en lien justement avec cet esprit de compétition, quoi. mm. Mais tu vois, pardon, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, et qu'on parle des remplacements. Je relisais les règles, certaines des règles qu'il y a dans le Quidditch, et il y a une des règles qui est, en cas de blessure, il n'y aura pas de joueur remplaçant. L'équipe poursuivra le match sans le joueur manquant. Ah oui, pendant le match. Donc, ouais, pendant le match, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que oui, tu as des remplaçants pour les matchs, quand par exemple Harry, il peut pas faire le match parce que il a un problème, qu'il est à l'infirmerie, etc. Mais en fait, s'il lui arrive un problème, comme par exemple dans le 3 où il se fait attraper par les détraqueurs, entre guillemets, en fait, l'autre équipe est obligée de gagner. Ouais, mais après, Parce que, c'est un peu le principe des cognards et des batteurs au final. C'est de faire en sorte qu'il y ait moins de joueurs et qu'ils soient affectés pour qu'ils puissent pas continuer à jouer. Sinon, ça aurait pas de sens de mettre des cognards si c'est en mode, oh, c'est juste pour faire peur un peu, tu vois. ouais, mais dans ce cas, pour moi, on revient à la question de est-ce qu'on peut appeler ça un sport? Parce que, enfin, pour moi, un sport, oui, tu peux avoir des parties compétitives, euh, mais tout le monde est là, en fait. Et je veux bien que certains sports comme la boxe, ça se termine par t'en as un qui gagne et qui met KO l'autre joueur. Mais enfin, je sais pas, le but c'est quand même qu'il y ait de l'amusement, que ce soit léger, que ce soit Bah, gentil, je, tout je beau. pense que c'est léger quand c'est pas c'est un truc Gryffondor Serpentard. Ça peut être plus léger quand c'est Serdaigle Poussoufle, par exemple, le match. Oui, Après, il y a aussi des questions de tempérament et ça, on n'y peut rien. ouais, Tu sais pourquoi est-ce que sur les derniers livres, il y a beaucoup moins de matchs de Quidditch qui sont décrits? pas spécialement. Parce que J.K. Rowling, elle en a eu marre de décrire des matchs, elle l'a dit. Et du coup, Ah ouais, je crois que j'avais vu. elle se débrouillait pour que Harry il joue pas ses matchs pour en écrire moins. En vrai,
En vrai, moi, ça me dérange pas tant. Enfin, genre, c'est sympa de voir l'évolution d'un match de Quidditch, mais au final, globalement, ça se passe toujours pareil. Ouais, ça se passe toujours pareil, mais finalement, dans ceux qui sont décrits, il y a toujours un truc un peu différent, tu vois, et qui font qu'on retient ce match-là. Genre, Harry, Ouais, il avale le vif d'or, Malfoy, je sais pas, enfin, tu vois, à chaque fois, il y a un truc, il y a la chanson pour Ron, etc. Et en fait, à chaque fois, il y a un truc qui fait qu'on retient ce match, tu vois. C'est le match où il s'est passé ouais, ça. c'est vrai. Parce qu'elle a quand même pas mal d'inventivité pour faire en sorte qu'il y ait des péripéties, même pendant même pendant les matchs. Mm. Et il y a une règle que je trouve rigolote dans le Quidditch, même si donc il y a quelques règles, comme on disait, on va pas toutes les énoncer. Elles sont établies par le département des jeux et sports magiques. Il y a aussi des figures, des fautes, etc. Tout comme dans un vrai sport. Mm. Mais il y a une règle que je trouve marrante, c'est qu'il n'y a aucune restriction qui est imposée par rapport à l'altitude qu'un joueur peut atteindre pendant le match. Il est interdit de dépasser les limites du terrain euh, en termes de d'ovale du terrain. Mais par contre, en termes de hauteur, il n'y a pas de restriction. Je Ouais. trouve ça marrant. Ah ouais, c'est particulier, effectivement. C'est-à-dire que le joueur, il peut aller au-dessus des cumulus, au-dessus Bah, c'est ce qui se des passe. altostratus ou de ce que tu veux. C'est ce qui se passe dans Harry Potter 3 au final. Où on voit Harry qui monte, qui monte, qui monte, et qui se retrouve avec Ouais, le détraqueur hyper haut, et finalement qui fait une chute énormissime. ouais. Ça pose la question quand même de à quel point c'est intéressant de regarder le Quidditch, parce que finalement, je sais que c'est la question se pose beaucoup tu sais, dans les tâches du tournoi des Trois Sorciers, où tu te dis, bon, être spectateur, alors que il y a en fait, tu es juste devant le lac et tu vois rien, tu es juste devant le labyrinthe et tu vois rien, mais là, finalement, dans le Quidditch, si jamais le match il commence à se jouer un peu au-dessus des nuages, et que les joueurs ils disparaissent, et qu'en fait, l'attrapeur il attrape le vif d'or au-dessus des nuages, super pour les spectateurs, quoi. Bah ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai deux petits fun facts. Est-ce que tu sais combien de temps a duré le plus long match de Quidditch? Une semaine, non, c'est pas ça? Non. Ou plusieurs jours en tout cas. Le plus long match, il a duré 3 mois. Ah, 3 mois? Ok. Ah oui, j'y étais plus. Il y a eu il y a eu des remplacements obligatoires, du coup, forcément. Ouais. Et, euh, et par contre, on connaît aussi la durée du match le plus court. Est-ce que tu as une idée de combien de temps il a duré? Ben, je sais que le match où justement il y a Rogue qui arbitre, Harry il attrape en 5 minutes le vif d'or, mais il y a peut-être plus court que ça. Ouais. Je crois que c'était un match de la Coupe du Monde. Il a duré 3 secondes et demie en 1921. Et du coup, je pense que t'as bien le seum quand t'es là, que tu payes ta place C'est clair. et que tu payes ta place super cher pour assister à un match de 3 secondes Mm. et demie. C'est clair. Et d'un autre côté, 3 mois, imagine si pour la 422e Coupe du Monde de Quidditch, la finale, ça avait duré 3 mois, ben en fait, il n'y aurait pas eu de rentrée scolaire. Ouais, je me suis demandé la même chose. En fait, quand il y a un match de 3 mois, par exemple, comment ça se passe? Parce que au niveau du terrain, c'est bête, hein, mais au niveau du terrain le conseil enfin, le département de sport et jeux magiques, ils l'ont loué combien de temps? Est-ce qu'ils peuvent étendre? Est-ce qu'ils peuvent, enfin, comment ça se passe par rapport à ça? Et effectivement, par exemple, la rentrée scolaire, est-ce que du coup, ils sont obligés d'arrêter la progression du match, les élèves en tout cas, pour aller en cours? Bah, à mon avis, Les adultes pour aller travailler. À mon avis, c'est le match, il continue, peu importe s'il y a des spectateurs qui partent ou qui arrivent. Ouais. Et après, ouais, effectivement, il y a des remplacements qui sont nécessaires. Mm. Ouais, parce que si jamais t'es là pendant 3 mois, tu peux pas dormir, pas manger, Hmm. pas aller aux toilettes. Ouais, Lucie, je voulais te dire, est-ce que tu sais, enfin, je sais que tu sais, mais les auditeurs, est-ce que vous savez qu'on peut jouer au Quidditch dans la vraie vie? Tin, tin, tin. Ouais, moi je sais, et j'ai une amie qui avait failli m'y emmener une fois. C'est pas vrai? J'ai failli en faire une fois. Si, quand j'étais au lycée, Mais c'est vrai que Maëlys, si tu m'écoutes, big up à toi. Elle voulait juste m'emmener et qu'on aille assister à, à du Quidditch Moldu. ouais, Et finalement, je sais plus pourquoi ça s'était pas fait.
Mais je sais qu'il y a pas mal d'équipes en France, un petit peu partout, et notamment, bah, nous, du coup, on vient de Bordeaux. Et il y en a une qui est assez présente à Bordeaux, je crois. Oui, il y a juste bah, à 10 minutes de chez nous, là, à Talence, il y a une équipe qui s'entraîne au niveau du Krebs. De, voilà, pour les Ok, Bordelais, pour info. trop marrant. Et du coup, est-ce que tu sais depuis quand est-ce que ça existe, le Muggle Quidditch, donc le Quidditch pour les Moldus? Euh, et je crois peut-être avoir 2009 ou 2010, mais peut-être que je me trompe. Je dirais que c'est à peu près au moment de la création de Pottermore, C'est avant, mais peut-être que je me trompe. c'est avant. Ok, C'est depuis 2005 et c'est né dans le Vermont, aux États-Unis. Et ok, en fait, ils ont commencé à faire des coupes de Quidditch, du coup Muggle Quidditch aux États-Unis. Et la première coupe du monde de Muggle Quidditch, c'était en 2006. Et ok. Et c'était dans le Vermont aussi? alors, je sais pas où c'était. Je t'avoue, je suis pas une spécialiste du Muggle Quidditch. Je trouve ça particulièrement bizarre de voir des gens courir avec un balai entre les jambes. Euh, Mais du coup, dans le Muggle Quidditch, la règle, je crois, c'est qu'il y a une personne qui est le vif d'or. Et du coup, on doit courir après le Oui, vif d'or ou quelque chose comme ça. ouais, et je crois qu'il a une sorte de... Bah, comme quand on est petit et on joue au poule renard vipère, Oui, il a une sorte de d'écharpe ou quoi qui est accrochée au niveau de son pantalon à l'arrière. Et le but, c'est de venir récupérer bah, ça. mm, Donc c'est marrant parce que la personne doit être vraiment douée, je pense, en tant que sprinter. c'est clair. Et du coup, pour info, depuis juillet 2002, le Muggle Quidditch a été renommé parce que du coup, c'était trop proche de l'univers d'Harry Potter. Et ça s'appelle maintenant le Quad Ball. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas, tiens. Ouais. Et pour info encore, donc il y a des coupes du monde de quadball, il y a des coupes d'Europe aussi, et la France, c'est celle qui a le plus de médailles d'or depuis l'organisation de la Coupe d'Europe. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est marrant. Voilà. Donc à quand une discipline olympique de Muggle Quidditch ou de quadball? On l'attend, hein? Et Trop marrant. ouais, c'est marrant, franchement, ce serait un gros kiff d'aller voir un match un jour. Ouais. J'avais envie de terminer cet épisode, Lucie, avec une petite théorie en lien avec le Quidditch. Alors, c'est une théorie qui a été faite par des fans, et évidemment, on peut tout faire dire hein, sur des théories, etc. Mais je la trouve assez intéressante parce que je trouve que c'est, en fait, au-delà d'une théorie, je trouve que c'est une belle métaphore. Euh, Ok. En fait, C'est une théorie que t'as créée toi? non, c'est pas une théorie que j'ai créée moi, c'est une théorie que j'ai trouvée. Alors, je sais plus où, mais en cherchant un peu sur le net. En gros, dans le Quidditch, le but ultime, c'est d'attraper le vif d'or. Oui. Euh, et en anglais, donc, c'est le rôle de celui qui attrape le vif d'or, c'est pas l'attrapeur, c'est the seeker, le chercheur. Ouais. Et en Et fait, d'ailleurs, c'est le nom de comment il s'est appelé euh, avant les vraies règles, je crois, à l'époque, quand ça a été créé dans les marais. ok. Et du coup, en fait, ce truc de le chercheur, ça fait penser justement, tu vois, à une forme de quête. Mm. Comme si, bah, tu vois, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées sous forme de quête, surtout quand c'est une quête envers toi-même, tu vois. Une quête de ta véritable essence, de qui tu es, etc. Ou bien même, tu vois, par exemple, les histoires de la quête du Graal, etc. Et en fait, c'est des personnes qui sont en posture de je suis un chercheur de, tu vois, de cette vérité ou de cette quête. Donc, vraiment, un rôle de seeker. Et du coup, donc, Mhm. à travers, donc en plus le personnage principal c'est Harry, donc forcément ça met l'attrapeur encore plus au premier plan, mais comme on l'a vu, c'est quand même le rôle central qui va faire gagner beaucoup de points, donc c'est vraiment le but ultime. Et au-delà de ça, en fait, il va y avoir le soifle qui va être passé de poursuiveur en poursuiveur et qui représente, dans cette théorie, comme un dialogue et des échanges entre différentes personnes qui vont faire avancer cette quête des points. Le fait d'avoir des échanges, d'utiliser le soifle et puis de le lancer à travers les buts, ça va faire des petits points petit à petit et ça fait avancer la quête un petit peu. Il y a des échanges comme ça qui se font pour faire avancer la quête. Ok.
Et à côté de ça, les cognards, eh bien, représentent les obstacles qui empêchent cette progression. Les épreuves, les difficultés que le héros peut rencontrer au fur et à mesure de sa quête. Et Mhm. du coup, le vif d'or représente l'achèvement de la quête, quand tu vraiment t'arrives au bout et que ça y est, tu prends l'objet en main, le Graal par exemple, ou bien que tu as réussi à atteindre ton objectif dans ta quête. Et ce qui est intéressant justement dans le fait que attraper le vif d'or, ça donne beaucoup de points, c'est que souvent dans une quête, il y a des étapes où c'est progressif, ça avance tout petit, petit, petit au départ, et à la fin, ça s'accélère. Et du coup, c'est surtout à la fin d'une quête que le rythme s'accélère et qu'on fait des sauts de géants et que d'un seul coup, pam, 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 tout s'enchaîne, tu vois. Comme par exemple dans une histoire policière où à la fin de l'histoire, t'as tous les dénouements qui se font et tac, 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 c'est bon, il y a tout qui s'enchaîne. Ou bien, typiquement, dans la quête des Horcruxes aussi. Si on reprend la quête des Horcruxes, finalement, tu vois, Harry, c'est un chercheur, un seeker des Horcruxes. Et ben, il va y avoir des échanges qui vont se faire, tu vois, avec créatures, euh, avec Mandangus, etc., pour essayer de faire avancer la quête. Et puis petit à petit, hop, on avance un petit peu. Ah oui, tiens, c'est Ombrage qui a le médaillon, donc on va y aller, nanana, tout ça. Et puis, bah, il y a des obstacles, des cognards qui vont nous empêcher Harry d'atteindre le but de sa quête. Mais finalement, quand tu regardes le rythme, la progression de la quête des Horcruxes, ça se fait très lentement au début. Au début, euh, dans Harry Potter 2, du coup, le journal est détruit, le journal de Gédusor. Et puis ensuite, c'est bien, je suis en train de me dire, ça va faire une belle transition avec notre prochain épisode. Mhm. Prochain C'est épisode, sûr. les Horcruxes, les amis. Soyez prêts. Donc, au début, tu vois, dans Harry Potter 2, tu as le premier Horcrux qui est détruit. Et puis ensuite, Dumbledore va détruire un Horcrux aussi, la bague, dans Harry Potter 6. Et puis ensuite, petit à petit, dans Harry Potter 7, c'est très très lent pour qu'on arrive à atteindre la destruction du premier Horcrux. Je crois que Ron, il détruit le premier Horcrux à peu près au chapitre 19 ou 20, quelque chose de Harry Potter 7. Donc il y a 17, 18 chapitres où il se passe rien. Enfin, il se passe rien. T'as l'impression qu'il se passe rien, mais en fait, il se passe plein de choses. Et finalement, quand on regarde, il y a 4 Horcruxes qui sont détruits pendant la bataille de Poudlard. Donc il y a une accélération Mhm. qui se fait. Et dans une quête, à chaque fois, au début, c'est lent, ça prend du temps. Et du coup, bah, il peut y avoir le truc, comme Ron, typiquement, de dire j'abandonne, je laisse tomber. Et donc, du coup, je vais Mhm. pas au bout. Mais c'est à la fin que tout s'accélère et que d'un seul coup, il y a un déclic et paf, il y a un saut qui se fait, un saut quantique, tu vois, des bonds de géants, c'est parti, tac, 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 et c'est fini, quoi. Et c'est exactement cette représentation, en fait, avec le vif d'or, où tu as le soif qui donne des points petit à petit, et le vif d'or d'un seul coup qui fait paf, c'est parti, 150 points, tu vois. Donc, je trouve ça intéressant comme image, comme métaphore. J'ai pas envie de dire que c'est une théorie en tant que telle. Pour moi, c'est plus une métaphore de la quête. Et je trouve Ouais, que ça va plutôt. bien, justement, dans l'état d'esprit de cette transformation de Harry petit à petit, quoi. Euh, voilà. Ok, chouette. Bon, ben voilà, on va arriver du coup à la fin de cet épisode. On espère que ça vous aura plu. Ça va, Lucie? T'es prête à attraper ton balai néo-zélandais pour une petite partie de Muggle Quidditch? Bah, carrément, en plus, on a beau temps aujourd'hui, donc pas de tracker en vue. Parfait. Et toi, avec ton temps de pluie, ça va? Ouais, on va éviter, on va aller s'entraîner pour la deuxième tâche là ici. Il y a beaucoup d'eau. Ah, ok. On espère que ça vous aura plu cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez envie de partager vos ressentis sur Instagram. Du coup, vous avez notre compte Instagram. Et on est toujours contente de vous lire. N'hésitez pas aussi si jamais l'épisode vous plaît et si jamais vous pensez qu'il peut plaire à d'autres fans d'Harry Potter de le partager. On est toujours ravis d'accueillir des nouvelles personnes ici. Et puis, comme on Ouais. vous l'a dit, bande-annonce, le prochain épisode, alors à moins qu'il y ait un énorme changement de plan entre-temps, mais a priori, le prochain épisode, ça sera sur les Horcruxes. Donc, get ready. Ouais. À bientôt, Lucie. À bientôt! Ciao, tout le Merci de monde. nous avoir écoutés. Les Bizarres Sisters vous retrouvent prochainement dans un nouvel épisode. Et d'ici là, pensez à illuminer votre vie. Lumos. Enchantement accompli.